Bonjour, je suis Renaud Chabrier et je termine actuellement une thèse en art et design co-dirigée par Marie-Paule Cany au sein de l'équipe Géovic à l'École Polytechnique. Mon travail se situe à l'interface entre le dessin sur papier et l'animation numérique avec une ouverture vers les neurosciences et la philosophie. L'objectif de cette présentation est de construire une méthode pour arriver au résultat suivant. Étant donné un trait A tracé à l'origine sur une feuille de papier, comment calculer une vue satisfaisante sous un autre angle B? Je vais d'abord aborder le problème de plus haut niveau qui consiste à tourner autour d'un dessin en utilisant des exemples de warping et de morphing. Je passerai ensuite à la question plus basique, mais aussi plus ouverte, de savoir comment tourner autour d'un trait. Je proposerai alors une méthode possible pour le faire, en s'inspirant de la logique du morphing et de la géométrie affine. Une brève conclusion replacera ce travail dans le contexte des relations entre l'art et la géométrie. Le dessin a été utilisé très tôt pour ses capacités de représentation spatiale, tout particulièrement celles des êtres vivants. L'animation par warping ou morphing permet de mettre en évidence cette spatialité, même sur des dessins anciens comme ce cerf de Lascaux. Pour le faire correctement, il est nécessaire de pouvoir évoquer des rotations rigides de certaines parties du corps, même si le morphing est plutôt connu pour ses capacités de déformation élastique. En utilisant cette technique pour animer les dessins de grands artistes de la Renaissance comme Léonard de Vinci, on réalise à quel point leurs traits indiquent précisément l'espace qu'ils souhaitent évoquer. Cette maîtrise a eu un rôle déterminant dans le développement des sciences, car le dessin devenait alors un outil réellement fiable pour transmettre une information spatiale de façon durable, même lorsque les formes sont courbes et mobiles. Aujourd'hui, le dessin est toujours utilisé pour la transmission des sciences, avec un rôle complémentaire de celui des images de synthèse. En biologie, par exemple, il peut être très utile de représenter l'échelle des neurones en dessin et l'échelle des molécules en images de synthèse. En archéologie également, le dessin est efficace pour évoquer le contexte et les hypothèses, tandis que les images de synthèse permettent de se rattacher aux données scientifiques actuelles. Cependant, s'il est facile de tourner autour d'un modèle 3D, tourner autour d'un dessin reste une possibilité très méconnue. En production, cette situation complique fortement le couplage des deux univers graphiques dans une même narration. Depuis le début des années 2000, j'ai pu étudier en pratique sous quelles conditions un morphing entre deux dessins génère la sensation d'une rotation rigide dans l'espace. Pour effectuer un morphing de ce type, des contraintes de déformation doivent être correctement placées à la main, souvent sous la forme de courbes de Bézier. On calcule séparément la déformation des deux images A et B, ce qu'on appelle le warping, puis on calcule une transition entre les deux grâce à un fondu enchaîné. On obtient alors le morphing proprement dit. L'originalité du morphing est qu'il ne repose pas sur l'usage d'une caméra virtuelle. Toutes les transformations sont effectuées dans le plan et le plus souvent hors du cadre de la géométrie projective. Dans cette démarche, la spécification des transformations de l'image n'est pas automatique. Ceci n'est d'ailleurs pas un problème en soi, sachant que l'industrie de l'animation demande de toute façon énormément de travail à la main, y compris en 3D. Mais si l'on veut animer un dessin qui compte plusieurs centaines de traits, il est rare de pouvoir traiter ces traits individuellement à la main. Le warping et le morphing agissent donc sur la texture des images de façon assez globale, là où des contraintes explicites n'ont pas été posées. Il serait donc intéressant de savoir si, au niveau de chaque trait, une interprétation plus automatique de la spatialité serait possible. Lorsque l'on s'intéresse de près aux traits qui composent un dessin, on découvre souvent qu'ils ne sont pas plats. Leurs courbures dans le plan suggèrent aussi bien des courbures dans l'espace. Or, durant les 10 dernières années, le problème d'interpréter en 3 dimensions une information donnée en 2 dimensions a donné lieu à de nombreuses recherches en sketch-based modeling. Ces approches supposent souvent que le type d'objet représenté est connu, ce qui permet de faire des hypothèses complémentaires. Par exemple, si l'objet est un vaisseau sanguin, un tracé d'ellipse dans le plan peut être interprété comme une section circulaire du vaisseau. Si l'objet est un bâtiment, un tracé sur le sol peut être interprété comme la base d'un mur vertical, l'aspect de croquis permettant par ailleurs d'introduire une certaine indétermination. Enfin, si l'objet est connu pour être symétrique, et les surfaces pour être repliables, un ensemble de lignes courbes peut
peut suffire à spécifier très largement la structure spatiale de l'objet, dans une logique qui étend les possibilités du dessin technique. Ces trois applications utilisent plutôt des contours pour décrire les formes. Dans d'autres cas, les formes et les mouvements peuvent aussi être spécifiés de l'intérieur, grâce à des surfaces implicites basées sur un squelette ou encore grâce à des lignes d'action. Il existe donc une très grande variété de solutions, mais à ma connaissance, le but est toujours de déduire une forme à partir d'un tracé, plutôt que de spatialiser le tracé lui-même. De plus, ce tracé étant réalisé à la souris ou sur une tablette graphique, l'information bidimensionnelle se présente sous la forme de trajectoires échantillonnées ou de splines en 2 dimensions. En majorité, ces techniques travaillent donc à un niveau d'abstraction différent de celui du dessin sur papier, dans lequel la matière du trait joue un rôle beaucoup plus important. Dans la méthode que je vais mettre en place, on va donc prendre en entrée des traits sur papier, et l'objectif sera d'interpréter leur spatialité en faisant le moins d'hypothèses possibles sur ce qu'ils représentent. Elle va consister en 3 étapes. D'abord, capturer un trait avec une caméra, ensuite interpréter un plan tangent à partir de la texture de ce trait, et enfin déduire de ce plan tangent des vues sous d'autres angles. Pour l'acquisition des traits, il existe une solution simple que je développe depuis 2004. Il faut d'abord placer une feuille sous une caméra, puis prendre une première image. On trace un premier trait, puis on capture à nouveau une image, et on effectue une soustraction avec l'image précédente. De cette façon, quel que soit le fond, on extrait uniquement la partie de l'image qui a changé, c'est-à-dire le trait. On trace alors un deuxième trait qui peut être séparé du premier en soustrayant la dernière image capturée avec l'image précédente, et ainsi de suite. Dans l'exemple que je montre, les traits développent un mouvement au fur et à mesure qu'ils s'accumulent sous la caméra. Cette animation est visualisée en temps réel, c'est-à-dire qu'elle est actualisée à chaque nouveau trait en additionnant le résultat de la soustraction avec une image de fond constante. J'ai beaucoup utilisé ce dispositif pour faire des animations plus élaborées. Ici, il va simplement nous servir à séparer les traits qui s'accumulent sur une feuille de papier et à les traiter un à la fois. La deuxième étape consiste maintenant à évaluer un plan tangent pour le trait que nous venons d'isoler. Nous allons nous servir d'une propriété de base des ellipses. Une ellipse peut aussi être considérée comme un cercle vu de biais. Ce que j'appelle l'angle d'incidence est l'angle alpha entre la direction de projection et la normale au cercle. Cet angle peut être connu exactement en faisant le rapport des longueurs du petit axe et du grand axe, ce dernier étant égal au diamètre du cercle. Mais il y a une autre façon de connaître ce rapport, en mesurant des aires. Si l'on décale l'ellipse d'une longueur lambda respectivement dans la direction du petit axe et du grand axe, la différence avec la position initiale dégage 2 aires dont le rapport se rapproche du cosinus de l'angle d'incidence lorsque lambda est petit. Cette méthode a l'avantage de pouvoir s'appliquer à toute texture, des formes pleines, des formes vides, et aussi des matières sur lesquelles il est plus difficile de savoir exactement quelle longueur caractéristique mesurer. Quelle que soit la texture, on peut toujours la décaler de lambda dans une certaine direction, et faire la soustraction avec la texture d'origine. Dans le résultat, le nombre de pixels supérieur à un certain seuil en valeur absolue nous donnera une mesure de l'aire. On peut aussi choisir par exemple de faire la somme des pixels positifs. Quel que soit le détail de la méthode choisie, j'appellerai cette opération une mesure d'écart-différence. Mais pour appliquer cette méthode de calcul de l'angle d'incidence, il faut déjà savoir dans quelle direction faire les 2 mesures dont nous voulons calculer le rapport. Autrement dit, nous avons besoin de connaître un autre angle, l'angle d'assiette. Le plus simple serait alors de faire une moyenne des gradients sur l'image. Ceci nous donnerait la direction du maximum de variation, c'est-à-dire celle du petit axe, dont on peut déduire le grand. Mais si on répète les mesures d'écart-différence à 360 degrés sur une image d'ellipse, et que l'on affiche ces mesures sous la forme d'une roue, on constate que le minimum de variation est mieux marqué que le maximum. Pour le dire autrement, on peut évaluer la direction du grand axe de façon manifestement plus robuste qu'avec un gradient, même si cela demande aussi plus de calcul. Ceci est particulièrement intéressant sur des incidences faibles quand l'ellipse se rapproche d'un cercle.
Cet étranglement des mesures d'écart-différence dans la direction du grand axe, avec seulement 2 minima symétriques, semble être caractéristique des formes ellipsoïdales ou étirées. Les formes angulaires, comme les rectangles, triangles ou losanges, présentent plus que 2 minimums. Nous disposons donc maintenant d'un opérateur qui permet d'associer un angle d'assiette et un angle d'incidence à n'importe quelle texture. Cette proposition aura évidemment d'autant plus de sens que la texture se rapprochera d'un dessin d'ellipse, mais nous pouvons espérer qu'elle donnera également des résultats intéressants sur des formes courbes simples, c'est-à-dire sur des traits. Sous forme d'algorithme, la méthode se présente ainsi. On se donne un paramètre d'écart lambda qui doit être le plus petit possible, mais assez grand pour que la pixelisation des formes n'affecte pas les résultats. Puis on remplit un tableau avec 24 mesures réparties sur 360 degrés. Pour chaque direction, on calcule une image décalée de lambda pixels dans la direction courante, puis on effectue la soustraction entre cette image et l'image d'origine. On peut penser au résultat de cette soustraction entre deux images comme à un vecteur image, dont on mesure alors la magnitude. Il y a plusieurs façons possibles. Ici, j'ai simplement choisi de faire la somme des pixels positifs. Une fois que le tableau de mesure est rempli, l'indice de sa valeur minimale donne l'assiette du plan tangent, en sachant que l'échantillonnage sur 24 angles que j'utilise est un peu grossier et qu'un raffinement de la recherche du minimum est possible. Le rapport entre les valeurs minimales et maximales du tableau donne l'incidence du plan tangent. On fait ensuite deux autres mesures qui joueront un rôle important. D'abord, on évalue les coordonnées du centre de masse de l'image du trait. Puis, on calcule l'équation d'une droite du plan qui passe par ce centre dans la direction de l'assiette. Pour une ellipse, elle recouvre donc le grand axe. À ce stade, nous pouvons commencer à visualiser le plan tangent en affichant une ellipse équivalente au trait de ce point de vue. Mais nous n'avons calculé que deux paramètres, et nous allons devoir en déterminer deux autres. Le premier paramètre revient à lever une ambiguïté sur le signe de l'angle d'incidence. Dans mon interface, je visualise ce signe grâce à une boule qui indique de quel côté du plan est visible. Si le signe n'est pas celui souhaité, on peut le changer. Le deuxième paramètre est lié à la profondeur du plan. Pour fixer les idées, on considère qu'il existe dans l'espace un plan de référence parallèle au plan de la vue initiale et que je surligne ici en vert. C'est sur ce plan que j'appelle le plan focal que l'on positionne par défaut le centre du masse du trait. L'intersection entre le plan tangent et le plan focal est une droite de l'espace. Elle se projette sur le plan de l'image de départ en une droite que j'appelle ligne focale. Cette ligne se confond pour l'instant avec le grand axe de l'ellipse équivalente au trait, et c'est donc la droite dont nous avons calculé l'équation à la fin de l'algorithme précédent. Si l'on anticipe sur la suite et que l'on tourne légèrement autour du trait, on voit que les parties situées en avant et en arrière du plan focal se déplacent en sens inverse. Mais on peut choisir d'avancer le plan tangent vers nous en augmentant la distance entre la ligne focale et le centre de masse. L'amplitude du déplacement du trait dans l'image est alors plus grande. Nous pouvons enfin calculer de nouvelles vues du trait. Nous allons seulement considérer des projections parallèles et utiliser une transformation de l'image en deux étapes. Tout d'abord, nous pouvons effectuer un décentrement à partir de l'image de départ. Ce glissement est parallèle au plan focal, et la projection de ce dernier reste donc invariante. Par conséquent, la ligne focale est également invariante. En fonction de leur distance par rapport à la ligne focale, les autres points de l'image vont glisser horizontalement. Comme son nom l'indique, le décentrement fait sortir le spectateur de l'axe de l'objet qu'il regarde. Pour se recentrer sur l'objet, en projection parallèle, il suffit cependant d'effectuer une mise à l'échelle horizontale. Nous avons donc à faire deux transformations affines du plan de l'image pour rendre compte d'une rotation autour du plan tangent. En pratique, il faut effectuer ces deux transformations à l'envers, afin de ne pas avoir de pixels vides dans l'image d'arrivée. L'algorithme revient donc à décompresser l'image horizontalement, puis à effectuer le décentrement inverse dont je ne détaille pas le calcul, mais qui est facilité par le fait que la ligne focale est invariante. L'algorithme s'applique individuellement à chaque trait, car ils doivent chacun subir une transformation particulière. Mais l'intérêt de ce jeu est surtout de voir comment la rotation permet d'apprécier les relations spatiales entre les différents traits. Pour le moment, cette méthode pour obtenir les nouvelles vues ne fait rien de plus que ce que l'on aurait pu faire avec un plan,
une texture et une caméra virtuelle réglée en projection parallèle. Dans l'espace, les traits sont aplatis sur leur plan, et par conséquent ils s'affinent ou s'épaississent selon que l'on voit le plan de côté ou de face. Ce comportement ne correspond pas forcément à ce que l'on attend du trait. J'ai donc introduit une variante qui consiste à découper l'image du trait en bandes. Les centres de masse de chaque bande forment un squelette dont on va s'assurer qu'il se situe dans le plan tangent. Mais au lieu d'appliquer la transformation à toute la texture du trait, on fait plutôt glisser les bandes pour amener leur centre dans la position spécifiée. Ceci a pour effet de mieux préserver l'épaisseur, comme on le voit en comparant les deux versions. La visualisation des images en stéréoscopie est également plus cohérente, ce que je ne peux bien sûr pas montrer ici. Un deuxième perfectionnement consiste à calculer des rotations autrement que dans le plan horizontal. Une position arbitraire sur la sphère, donnée par les angles delta et zeta, définit un nouveau plan passant par le centre et par la position initiale de l'image. En tournant alors l'image d'un angle θ, on peut se ramener à la situation précédente d'une rotation horizontale d'angle mu, à condition de redresser ensuite l'image d'arrivée d'un autre angle nu. On peut ainsi tourner autour des traits, un peu comme on le ferait avec des images de synthèse. J'ai choisi de présenter cette méthode sur des exemples extrêmement simples, car sa mise au point est très récente. Pour aller plus loin sur cette base, il serait particulièrement nécessaire de travailler sur une meilleure connexion des traits successifs. Une utilisation en production pose de nombreuses questions d'ergonomie, d'optimisation et de processus de travail, mais la génération de paysages à partir de structures ramifiées relativement simples semble à portée de main. Pour conclure cette présentation, j'aimerais maintenant rapprocher le fait de tourner autour d'un dessin et celui de tourner autour d'un trait. Dans les deux cas, nous avons vu qu'il était possible d'évoquer l'espace à partir de la texture, en utilisant en priorité des transformations planes. En art, si l'on parvient à dégager un espace, il devient rapidement un espace de composition. Or, il existe historiquement deux grands types de composition qui structurent les relations entre l'art et la géométrie. En premier lieu, la perspective centrale basée sur la géométrie projective est bien sûr la plus connue. À partir de la Renaissance, elle a connu de grands succès dans la représentation de l'architecture classique ou plus généralement des formes anguleuses de grande dimension. Cependant, il est aussi possible de composer l'espace sans privilégier un point de vue particulier. Ce type de composition est incontournable pour la représentation des corps vivants, aussi bien en biologie qu'en art oriental, et plus généralement dans l'entraînement des artistes. Dans un chapitre récent, j'ai proposé de parler de ce type de composition comme relevant d'une géométrie sans point de vue, car il n'est effectivement pas possible de dire où devrait se trouver idéalement le spectateur. Si l'on s'intéresse aux relations entre les traits, le plus souvent courbes, qui permettent de dessiner le vivant, il y a donc de fortes raisons pour privilégier une géométrie sans point de vue, quitte à chercher ensuite des couplages avec la géométrie projective. C'est ce que j'ai tenté de faire dans cette étude. Mais il ne faut pas s'étonner si le résultat débouche aussi sur des créations plus abstraites que représentatives, car la redécouverte d'une géométrie sans point de vue a été l'un des moteurs de l'art moderne au début du XXe siècle. Le peintre Franz Kupka, qui a fait le passage du représentatif à l'abstrait sans jamais oublier l'espace, sera peut-être alors le meilleur guide pour prolonger ce travail. Je remercie l'équipe Velovic à Polytechnique ainsi que l'équipe Janke à l'Institut Curie pour l'accueil qu'ils ont fait à mon atelier de recherche et je vous remercie pour votre attention. Si le morphing vous a intéressé, je vous signale cet article sur le site Images des mathématiques qui en parle plus en détail.